Bonjour Maud. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est en train d'échanger entre les États-Unis et la France autour de cette question qui pour nous est fondamentale. Qu'est-ce que le bonheur pour nous? Alors Maud, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Ah bah carrément, vous allez tout de suite dans la question centrale. Euh, je crois d'abord, moi j'aimerais bien d'abord qu'on s'entende sur les mots, parce que pour certaines personnes, le mot bonheur est le plus important et d'autres personnes parlent de joie. Alors, je ne sais pas, j'aimerais bien préciser d'abord ce que c'est que le bonheur. D'accord. D'une manière générale, et qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Qu'est-ce que vous attendez par ce mot de bonheur? Parce que j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et j'ai vu que il y avait des définitions très différentes et surtout que certaines personnes utilisaient le mot joie pour parler de la manière moi dont je parlerai du bonheur et inversement. Donc il y a de la confusion là autour de ce mot sûrement. Alors, qu'est-ce que ça serait alors la définition du bonheur? Alors, c'est pour moi, hein, je vais faire une différence, c'est un état intérieur où l'on est connecté avec soi-même et avec le reste de l'univers d'une manière profonde qui fait que rien ne va pouvoir vraiment altérer cet état de reliance et d'ouverture. Qu'est-ce qui... Oui, Voilà. mais qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce genre de réflexion? Alors, ce qui m'a amené à avoir ce genre de réflexion, il y a deux chemins qui sont importants à prendre en parallèle. Il y a un chemin qui est le chemin de la connaissance, c'est-à-dire qu'on peut lire ce qu'ont dit d'autres personnes, écouter ce qu'ont dit des anciens, des êtres éveillés. Et puis, il y a l'expérience personnelle et la pratique personnelle, je dirais quotidienne, de ce que c'est le bonheur. Et c'est une recherche personnelle parce que le bonheur est un sentiment essentiellement personnel, donc totalement relatif à soi-même. C'est une expérience qui est unique à chacun. Ce qui veut dire que vous êtes dans cette expérience depuis de nombreuses années ou c'est assez récent? Alors, ça, c'est sûr que c'est un chemin qui m'a toujours attiré. Euh, un de mes amis disait, mais qu'est-ce qui est mieux, c'est d'être un être éveillé ou un être heureux? Est-ce que quand on est heureux, on n'est pas ouvert et éveillé du coup? Et est-ce que c'est l'aspect le plus important de la vie sur Terre? Euh, euh, Don Miguel Ruiz dit toujours la Terre c'est un grand champ comme un grand champ de récréation et on est là pour en profiter. Donc, et le paradis peut être sur Terre. Donc, quand on commence à comprendre et à intégrer cette notion que le paradis peut être sur Terre, à ce moment-là, on peut être ouvert au vrai bonheur, c'est-à-dire, encore une fois, un état qui fondamentalement est inchangeable. Hmm. Alors, je vais vous faire une métaphore, donner une métaphore. euh, qui serait le ciel bleu, qui est, disons, la nature du ciel quand on le regarde et qu'il n'y a pas de mauvais temps, on voit un ciel bleu. Et dans ce ciel bleu, eh bien, devant arrivent quelquefois des petits nuages blancs, et puis des nuages plus gris, plus noirs, avec même de la tempête. Et quelquefois, on pourrait croire que cela masque le ciel bleu qui est derrière. Mais si l'on sait que le ciel bleu existe toujours, est toujours là pour nous, quoi qu'il arrive, on peut à ce moment-là laisser passer les nuages en sachant que c'est quelque chose de passager, euh,
on va savoir régler et ensuite on sait qu'on va retrouver le ciel bleu. Donc pour moi, le bonheur, c'est ce ciel bleu. Et il est vrai que pour certaines personnes, je me suis rendu compte de cela en faisant du coaching, puisque c'est mon activité essentielle, en accompagnant des personnes sur leur chemin de bonheur, justement. Eh bien, on s'aperçoit que certaines personnes ont des cieux couverts, très gris, avec des plafonds bas, et on a presque l'impression qu'ils ne voient pas, ils ne savent pas que derrière il y a un ciel bleu. Donc, quelquefois, il peut y avoir des états latents qui restent pour une personne longtemps parce qu'ils doutent de la possibilité qu'il y ait le ciel derrière, ou peut-être une ne jamais vu. Ah, justement, vous qui êtes en connexion avec une partie de la population qui a envie de changer, est-ce que vous avez aussi ce sentiment, tout comme moi, euh, que de plus en plus la population est en quête de sens? Oui, sans doute. Et, et là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous frapper. Ça n'est pas suffisant d'avoir du sens. Parce que quelquefois, dans la vie, il y a des événements qui se passent où on a beaucoup de mal à mettre du sens. Quand on voit la perte d'un être aimé euh, qui se passe à un moment non prévu, ou l'état de certaines choses qui se passent dans le monde actuel, c'est parfois difficile de trouver du sens. Et pour moi, pour aller vers le bonheur, c'est aller au-delà du sens. C'est de, c'est de sauter une petite barrière qui, qui nous emmène dans un champ qui va encore au-delà du sens. Parce que le bonheur n'est pas de l'ordre de la rationalité ou de l'explication. Ça va bien au-delà. C'est plus du domaine de la foi dans la vie, de l'acceptation totale de la vie. Et quelquefois, on est obligé d'accepter des choses auxquelles on ne trouve pas de sens. Ah, Donc, vous voyez, je veux alors, justement, quel est votre regard sur la société d'aujourd'hui? mon regard sur la société d'aujourd'hui. Eh bien, justement, ce serait que on est très occupé à des tas d'autres choses. On est très occupé à la survie déjà. Il y a une grande partie du monde qui est encore à un niveau de survie profonde, survie par rapport à la guerre, survie par rapport à la faim, survie par rapport à la souffrance diverse, et on se fixe là-dessus, et si l'on cherchait effectivement le bonheur en se disant, alors on va venir tout à l'heure peut-être à la définition du bonheur, mais si on se fixait plus sur l'idée d'être heureux ensemble, à ce moment-là, notre attention serait peut-être moins prise aussi par des objets ou par la consommation dans notre monde occidental qui a pris énormément de place par rapport à la vraie idée du bonheur. On nous fait croire que c'est en possédant des choses, des objets, que l'on sera heureux. Or, on sait bien que les objets, les états transitoires passent, mais ça n'est pas ça qui nous amène vraiment le bonheur. Tout à fait, oui, vous prêchez un convaincu. D'ailleurs, une de mes réflexions, c'est de me dire que, peut-être que vous l'avez vu aussi de votre côté, c'est que tout part de l'éducation. Si on veut essayer de faire en sorte que la population, justement, aille dans le bon sens, encore faudrait-il donner une bonne définition à bon sens, j'ai vraiment le sentiment que tout part de l'éducation. Et du coup, nous, de notre côté, en France, on est en train d'essayer de créer une école de la vie, ce que j'appelle moi une école de la vie, qui part de la maternelle jusqu'au bac, pour réinventer l'éducation, parce qu'on trouve, en tout cas en France, que l'éducation nationale est à refaire et qu'il faut vraiment essayer de proposer quelque chose de nouveau. Quel est votre regard par rapport à tout ça? Alors, vous avez absolument raison. Tout est une histoire
d'éducation, et je dirais même avant, Don Miguel parle de cela énormément dans ses livres, et il parle du conditionnement culturel que nous avons. Et la culture, bien sûr, c'est un ensemble de choses, du pays, de la religion, de la famille, du monde social. Et nous sommes, depuis notre temps d'enfance, conditionnés par ce qu'on nous a dit de croire, par ce qu'on nous a dit qui était vrai. Et bien sûr, un enfant n'a pas encore les moyens de faire la part des choses ou d'avoir sa propre vision des choses. Donc, il va croire ce qu'on lui dit et il va prendre ça pour lui et il va continuer à vivre dans sa vie avec ce qui lui a été inculqué. C'est donc ce que Don Miguel Ruiz appelle la domestication. Et dans mon travail, je propose aux personnes la possibilité de questionner ce conditionnement et de se rendre compte, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai envie de garder cette croyance? Et sinon, qu'est-ce que je vais mettre à la place et comment moi, je vais, par mon expérience, décider de regarder ce qui peut être vrai. Donc, et pour moi, le bonheur, se situe dans la vérité de son propre être. Donc, vous avez absolument raison. Tout vient de l'éducation, mais ça ne sera pas seulement l'éducation de l'école, c'est aussi l'éducation qu'on a autour de nous, par notre famille. Euh, voilà, donc, Tout à fait, ouais. Ça va même plus loin. Notre réflexion allait jusqu'à se dire, alors c'est bien de créer une école alternative donc pour les enfants, mais il faut aussi penser du coup aux parents et aux enseignants. oui, 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 absolument, tout à fait. Je pense qu'il y a des écoles alternatives qui existent, du genre les écoles Waldorf, les écoles justement Steiner, qui se posent un peu ce genre de questions. Mais on peut peut-être aussi aller plus loin. Tout à fait, ouais. Et effectivement, on doit commencer par les enfants. Je vois ici, on fait une grande campagne d'éducation autour du recyclage, c'est le recyclage des produits, des déchets. Et l'idée, c'est il faut commencer avec les enfants. Ils aiment beaucoup apprendre, ils pigent tout de suite ce qu'il en est. Et si on commence avec les enfants, ben, on va instaurer des bonnes habitudes pour la suite. Tout à Donc, fait. oui, vous avez tout à fait raison, ça va commencer avec les enfants. Alors, Mais alors, du coup, c'est comme planter un arbre, c'est se dire que on va leur dire ça à 5 ans et ça sera peut-être pas avant l'âge de 20 ans, dans 15 ans, qu'ils seront capables d'avoir euh, des actions qui vont vraiment changer le monde. et selon vous, quels seraient les outils qu'on pourrait transmettre à la population qui est en questionnement justement et qui a envie de progresser, d'être plus heureuse? Est-ce que vous pensez il y a des outils pour ça? Ah bah, le premier outil dont je viens de vous parler, c'est cette idée de se questionner sur nos croyances. Tout est une question de croyance. Et c'est de retourner à justement l'idée d'expérience personnelle et de désir de s'approprier soi-même une vision du monde que l'on va mettre en place. Mais ça suppose un engagement, un travail personnel important. Et il n'y a pas grand-chose dans la société actuelle qui nous encourage à aller vers cela. Euh, Peut-être il y a certaines approches spirituelles qui le font, le travail de développement personnel, de transformation personnelle, est dans cette lignée. Et je pense que de plus en plus de personnes s'intéressent à cela maintenant. Et ça, c'est quand même le côté optimiste que je vois dans l'histoire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens intéressés pour, pour découvrir eux-mêmes. Tout à fait, ouais. Vous pensez qu'il est nécessaire de cultiver sa spiritualité pour tendre vers le bonheur? Alors, c'est une chose intéressante. Là aussi, il y a deux approches. Encore une fois, pour moi, j'aime rassembler des choses apparemment opposées en une même chose. C'est l'idée du paradoxe.
où deux idées apparemment contraires peuvent coexister. Alors, le côté de cultiver une spiritualité me paraît très important parce que cela entraîne, nous amène à regarder l'essentiel. Et l'essentiel, comme a dit Saint-Exupéry, est invisible aux yeux. Il ne se voit pas. Il existe, il est derrière toute chose. Alors certains l'appellent Dieu, Allah, la vie, le monde, la force, enfin, ce que vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais c'est l'esprit qui est là, l'esprit intangible qui est derrière toute chose et que j'appelais tout à l'heure le ciel bleu. D'accord. Donc, il y a ce côté. Bon, ça, c'est le premier côté. Et l'autre, c'est encore une fois l'expérience pratique du quotidien, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Donc, dans l'expérience pratique du quotidien, eh bien, c'est être ouvert au petit bonheur. Et ce que j'appelle les petits bonheurs, c'est d'apprécier les choses de la vie au quotidien. C'est de savoir retrouver cet esprit de gratitude, de se savoir en vie, de voir, bah oui, notre vie, il y a du soleil. Tiens, j'ai la chance d'avoir l'essentiel pour ma vie. Et puis, je connais cette personne qui est tellement belle et que j'aime et qui est dans ma vie. Donc, d'apprécier l'amour qui est là dans ma vie. Euh, D'apprécier un repas que l'on fait, d'apprécier vraiment les choses que l'on tient pour argent comptant et qu'on oublie justement d'apprécier. Cette notion d'appréciation et de gratitude est absolument fondamentale pour moi au bonheur. D'accord. Ça veut dire que vous pratiquez la gratitude? Ah oui, Oui, d'accord. ah oui, ah oui, parce que c'est de se dire qu'on a de la chance, on peut le dire comme ça. Ah bah tiens, là j'ai de la chance de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela. C'est l'idée de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce qu'il est bien évident que personne n'a tout ce qu'il faut, toutes les ressources, tout ce qu'il faut toujours au sens matériel. Euh, c'est rare qu'on puisse dire cela. Et même ceux qui ont tout auront toujours cette impression de manque parce que c'est quelque chose qui est au fond de leur cœur. Donc, la gratitude, c'est ce qui permet de sentir que l'on a tout, même si l'on manque de beaucoup de choses. Hmm. Et ça, c'est une pratique au quotidien. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez être heureux, soyez-le. C'est-à-dire que être heureux, c'est une décision. Hein. C'est une décision, c'est un engagement, et de dire que, comme Castaneda disait, ce n'est pas les choses qui changent autour de nous, c'est notre regard qui change. Et ça, c'est notre pouvoir de changer de regard. Et tout est là, On parle c'est dans aussi, le changement de regard. on parle aussi des pensées. Oui, ah ben c'est dans le même esprit. C'est-à-dire que nos pensées vont correspondre à nos changements de regard. Et à partir du moment où je dis, je vais mettre un filtre de perception où je vais trouver que les choses sont belles, sont justes, sont généreuses, sont bonnes, à ce moment-là, mes pensées vont créer cette vision-là et je vais pouvoir me brancher vraiment sur cet aspect positif de la vie et cette gratitude que l'on peut ressentir quand on voit ce qu'il y a. Regardez, derrière moi, j'ai mon mur de mon bureau que j'ai peint avec une amie. On a peint un décor, le décor qui est le Nouveau-Mexique où j'habite. Et c'est un endroit que j'aime énormément. Et voilà, j'ai décidé d'introduire le paysage dans mon bureau. Donc, c'est un engagement que j'ai fait. J'ai pris un pinceau, j'ai fait de la couleur. Et tous les jours, comme ça, je me rappelle que je suis dans un magnifique environnement et j'en profite. Et ça fait partie
partie de ma gratitude. Donc, vous voyez, on peut avoir des actions, on peut aussi faire des petits actes de la vie pour continuer à se rappeler qu'il y a des belles choses comme ça. Ouais, certains disent même que les pensées auraient la force de créer notre propre monde. Nos pensées créent le monde, ça, absolument. Nos pensées créent le monde parce que c'est à partir de nos pensées que les actions vont se déterminer. Donc, on peut, ça c'est une maîtrise, hein, c'est un travail et une pratique, absolument. Donc, si l'on voit que, alors, comment faire pour changer, vous allez peut-être me demander comment faire pour changer nos pensées en pensées positives et créatrices, eh bien, je dirais que s'il y a des pensées négatives que l'on a, c'est d'aller regarder les émotions qui sont là derrière. Quelle est l'émotion, ce manque ou cette résignation, ce sentiment d'impuissance, de culpabilité, quoi que ce soit. Donc, on va aller regarder ces émotions. Et puis de ça, on va aller regarder qu'est-ce qui m'a fait croire ça. Qu'est-ce que j'ai créé dans mon mental qui crée en fait ces émotions. Et on va aller donc à la source de cela, qui est la croyance qui est là et qui est une sorte de filtre de perception de l'extérieur. Et à ce moment-là, on va aller regarder cette croyance et il y a tout un processus que l'on peut faire, c'est ce que je propose dans mes accompagnements, tout un processus pour transformer justement cette croyance et de décider d'aller prendre une autre croyance parce que de toute façon, une croyance n'est pas la vérité. On peut s'en rapprocher, mais on peut décider en tout cas de garder des croyances qui nous font du bien, qui vont nous aider plutôt que de se laisser perturber et parasiter littéralement par des croyances négatives qui provoquent des émotions négatives. Pour se regarder comme ça, oui, pour revenir vers soi, moi je pratique par exemple la méditation. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aussi? Alors, la méditation, c'est un mot, là aussi, c'est une grande soupière où il y a beaucoup de choses qui vont dedans. Euh, pour moi, la méditation, c'est la pratique de l'attention et je le fais au quotidien. C'est-à-dire que au quotidien, dans ma vie de tous les jours, je suis en contact avec moi-même et quand il commence à y avoir une petite tension ou quelque chose de un peu négatif ou perturbant, j'écoute, je m'arrête, j'écoute et je regarde ce qui se passe pour me demander est-ce que je veux continuer à regarder ça, est-ce que je veux être perturbée par cela et de faire immédiatement un travail pour transformer les choses. Donc pour moi, c'est une pratique très essentielle que j'appelle une sorte de méditation, ce qui ne m'empêche pas aussi de faire une méditation plus classique, assise et en écoute, pour moi, c'est être avec un arbre dans la nature, les balades dans la nature. Et Dieu sait qu'autour de Santa Fe et du Nouveau-Mexique, il y a une magnifique nature. Eh bien, dès que je suis dans la nature, je suis ouverte à la beauté du monde. Hmm. Voilà. Et pour moi, c'est ça, la méditation. Ah oui, moi aussi c'est pareil. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ce que tu proposes comme travail? Voilà, oui. Alors, je suis arrivée à Santa Fe en 85, c'est-à-dire maintenant il y a 30 ans. Et là, j'ai découvert euh, à travers des rencontres avec des Amérindiens, avec des personnes qui vivent ici, toute une cosmologie autour de ce qu'on appelle la roue de médecine ou le cercle de vie, qui est une cosmologie qui nous donne une vision globale du monde à travers les directions, alors les 4 directions cardinales, nord, sud, est, ouest, la terre-mère sous nos pieds, le père-ciel au-dessus de nous et la 7e direction qui est partout et nulle part, qui est ce dont on ne peut parler, qui est au-delà du mental. Donc, cette
cosmologie a été pour moi une révélation et je m'en suis servi beaucoup pour non seulement apprendre pour moi, mais ensuite enseigner. Et ce que je fais en France depuis plus de 20 ans. Et puis, j'ai aussi découvert Don Miguel, qui habitait à Santa Fe avant la sortie de ses livres. Et là, l'esprit Toltec m'a apporté aussi énormément parce qu'il offre, c'est une manière très simple de voir le monde, justement, et surtout avec des pratiques très simples pour se transformer et revivre dans le paradis sur Terre. Donc, j'offre des cours à distance, c'est-à-dire par téléphone, Internet, etc., qu'on peut suivre de partout dans le monde. J'ai des personnes qui sont en Inde, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, en France, en Belgique, partout, en français, pour justement, et ces personnes sont accompagnées soit par moi, soit par des coachs que j'ai formés pour eh bien, transformer son regard, justement. D'accord. Donc, il y a plusieurs cours. On peut regarder sur mon site qui s'appelle cercle de vie en un seul mot.com. Il y a toutes les instructions et les informations dessus. Donc on aura accès à toutes tes conférences quand tu viens en France? Alors, de temps en temps, je viens en France, effectivement. Je fais aussi des stages pour les femmes. J'étais une des premières à apporter cette idée de faire des passages initiatiques pour les femmes dès 97. Et à l'époque, personne ne faisait cela, mais aux États-Unis, j'avais l'habitude de faire partie de loges de femmes et j'avais trouvé que c'était tout à fait merveilleux et très nécessaire. Donc, j'ai apporté ça il y a pas mal d'années en France et maintenant d'autres personnes que j'ai formées vont continuer cette transmission. Justement, tu le dis justement, tu fais partie des pionnières dans le monde du développement personnel. Mm-hmm. J'imagine donc du coup que tu as du recul et que tu vois l'évolution aussi. Euh, Globalement, tu vois ça comment? Plutôt d'un œil positif? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement au développement personnel et c'est extrêmement encourageant. Absolument, absolument. Beaucoup de personnes. Alors, je connais pas bien ce qui se passe en France parce que je n'y vis pas. Je viens une ou deux fois par an et quand je viens, c'est pour donner mes propres stages et être très occupée avec ma famille et mes activités. Mais je vois qu'il existe de plus en plus de festivals, de symposiums, de colloques sur tous ces sujets et je ne peux que m'en réjouir parce que le monde, pour moi, le monde va changer à la mesure du changement personnel de chacun. Tout à Voilà. fait. Gandhi le disait très bien en disant soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Absolument, Ouais. absolument. Donc ça, c'est, c'est ce que je m'attache à véhiculer et à transmettre à d'autres. Et c'est très satisfaisant de sentir effectivement dans sa mission de vie. J'ai fait récemment une formation sur la mission de vie, trouver sa mission de vie. Et quand on marche dans les pas de son propre chemin et qu'on est dans sa mission de vie, cela apporte beaucoup de bonheur, justement, parce qu'on Mhm. sent qu'on est en adéquation avec le sens profond de sa vie. Tout à fait, ouais. C'est ce que je te disais, ce que je vous disais, excuse-moi de te tutoyer. Ce que je vous Bien. disais, c'était justement que pour moi, répondre à cette question du bonheur, c'est vraiment se donner un GPS dans sa vie. C'est vraiment ça, quoi. Se donner un GPS. Oui, enfin se le donner ou écouter et recevoir l'ordre de mission. Parce que je pense que c'est très important d'écouter dans la profondeur. Ouais. Donc, il y a une écoute à faire avant de se le donner. C'est C'est d'écouter, comme dans les grandes missions qu'il y a eu, que ce soit Jeanne d'Arc, la Vierge Marie ou d'autres, elles ont eu des demandes du plus profond pour manifester quelque chose dans la vie. c'est quoi s'écouter au plus profond? Eh bien, s'écouter, c'est déjà être en relation avec soi-même pour pouvoir s'écouter. C'est important de se connaître, d'être à l'écoute de soi, puisque en soi, l'univers existe, comme le disent les bouddhistes.
tout l'univers est en soi, donc c'est pour ça que pour certains, la méditation, s'arrêter, faire le calme, faire le silence, ne plus être pris par les choses du quotidien, est une manière effectivement d'écouter. D'écouter, c'est aussi de sentir nos manifestations de joie, de passion par rapport à un sujet, par rapport à une activité, et qui nous dit, ben oui, c'est ça, oui, c'est ton chemin, regarde, tu es heureux avec ça. Donc, le bonheur est un signe que l'on est dans sa mission de vie. Et on ferme la boucle, tout part de l'éducation. Oui, 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 bien sûr, tout part de l'éducation, mais alors attention, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Tout à fait. Ça, c'est John Bradshaw qui a dit cela et qui a travaillé beaucoup dans ces domaines il y a dans les 20, 30 ans. Et ça veut dire qu'on peut, même adulte, aller retrouver son enfant intérieur. Le travail avec l'enfant intérieur est absolument fondamental. Et d'être en accord et en écoute et en amour avec son enfant intérieur, c'est vraiment une clé de transformation. Et on peut ensuite euh, être, on peut avoir transformé absolument tout. Je crois que quelqu'un a dit, être adulte, c'est avoir pardonné à ses parents. Donc, à ses parents ou à d'autres personnes autour de soi, être en paix avec les autres, c'est absolument essentiel aussi pour le bonheur. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Tout à Donc, fait, ouais. Tu évoquais le mot amour. oui, Pour moi, l'amour, c'est quasiment ce qui aurait le plus important, en tout cas, à essayer à véhiculer. Ceci dit, je remarque avec le temps que on a biaisé la définition du mot amour. Tu vois et donc pour moi, l'amour, ça serait plus un amour inconditionnel. bien sûr, Oui? bien sûr, oui. Tu es Bah d'accord? oui, Hein. bah, il y a le côté amour, tomber amoureux et toutes les histoires autour de être amoureux, et c'est merveilleux d'être amoureux, et tant mieux, c'est un premier goût de l'amour. Mais après, on apprend vraiment à s'aimer soi-même, à aimer la vie, et donc à aimer les autres d'une manière plus générale, plus ouverte. Et on peut être, comme disent les Canadiens, on peut être en amour avec la vie, donc avec les autres. Tout à fait. La vie est belle, comme on dit. La vie est belle. Alors, la beauté, parlons-en aussi. Pour moi, l'amour est important, c'est une facette du bonheur, disons, et la beauté. euh, L'esprit des artistes, c'est justement de savoir voir la beauté dans les choses, et c'est de se mettre en relation avec une vibration de bonheur qui prend cette forme. Par exemple, quand on est amoureux, on trouve son amoureux, son amoureuse beau, belle, bien sûr. Donc, et quand on est en contact avec la beauté, on est heureux. Donc, personnellement, je prends beaucoup de photos. J'adore les photos, prendre des photos, parce que pour moi, les photos, c'est une manière de euh, me connecter encore plus avec la beauté que je vois et de l'envie que j'ai de la partager. Donc, pour moi, je fais des photos. Il y a un proverbe amérindien qui dit: la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, certains disent aussi que nos yeux ne seraient que le reflet de notre âme. Euh, c'est- Les yeux ne sont que le reflet de notre âme. Alors, ce n'est pas les yeux qui sont le reflet de notre âme. Les yeux sont un outil de perception, mais c'est dans le process, dans le traitement de l'information, que effectivement l'âme va être en contact avec ce que je disais tout à l'heure, avec l'invisible. Euh, L'essentiel est invisible aux yeux. Donc, c'est ça, c'est de ressentir ce qui est invisible, et c'est au-delà des yeux, c'est vraiment l'âme qui le perçoit. Mhm.
Est-ce qu'il y a des citations qui vous suivent un petit peu partout? Des citations. Hmm. Euh, oui. Euh, il y en avait une qui m'a amusée, que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Euh, c'est Voltaire. Voltaire, bon, on a une idée de Voltaire, et il dit, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. J'adore. Alors, il y a deux choses dans ce qu'il dit. Et c'était très, très en avance sur son temps parce que l'idée des hormones que l'on crée lorsque l'on est heureux et qui font du bien aux cellules et qui baignent justement toutes les cellules de bonnes choses, on est en train de voir ça de plus en plus et de le prouver scientifiquement. Donc, c'est bon pour la santé d'être heureux. Et il dit aussi, donc, j'ai décidé d'être heureux. Et pour moi, c'est ça la chose la plus importante. C'est que c'est un choix. C'est un choix et c'est un engagement. Donc, c'est une décision. Voilà. Je suis bien d'accord. Et c'est simple. Quelque part, on se dit, mais c'est c'est tellement simple. Tout le monde peut faire cette décision. Et même si on est au milieu de tempêtes, il m'est arrivé d'être, j'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai traversé l'Atlantique sur un petit bateau à voile deux fois, et j'ai été dans des tempêtes. Et c'est vrai qu'au milieu de la tempête, il y avait une intensité de vie, parce que c'était même presque dangereux à un moment. Et je vivais à 100%, j'étais consciente de tout, mes sens étaient exacerbés. Il y avait quelque chose de magnifique à vivre. Donc, quelquefois, au milieu de crises ou de difficultés, si on se dit, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Quels sont les cadeaux qui sont là et pour lesquels je vais être reconnaissant? C'est une manière de décider d'être heureux. Parce que la vie ne va pas nécessairement continuer à être 100% formidable, mais plus on a l'idée d'être heureux, qu'on va être heureux et qu'on va recevoir des belles choses, plus ces idées qui sont là créent un champ, littéralement un champ d'attraction qui fait que oui, on va attirer et on va faire venir pour nous des choses très positives. Tout à fait, oui. On appelle ça la loi de l'attraction? Oui, 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 c'est ça, tout à fait. Mm. Oui, bah, je le constate aussi depuis que je suis tout petit. Voilà. Effectivement, ça marche. Après, c'est vrai que y aura toujours des personnes qui vont te donner des contre-exemples en te disant, ah bah oui, mais comment tu fais pour les personnes qui vont vraiment pas bien et qui sont vraiment en détresse ou qui sont à la rue, par exemple. Voilà. Alors, c'est là où je dis ce que je disais au début, c'est qu'il faut aussi accepter qu'on ne peut pas donner du sens à tout et tout comprendre. Nous faisons partie d'un mystère incommensurable. Et notre petit mental, notre petit rationnel dans notre tête ne peut absolument pas comprendre et percevoir l'ensemble. Donc, il y a un moment, il faut accepter qu'on ne peut voir, sentir, comprendre que une petite partie des choses. Et c'est là où le vrai lâcher-prise se passe, c'est d'accepter que bah, je ne comprends pas, je ne sais pas, et j'accepte. Et quand on accepte, et je vais faire de mon mieux pour remédier, pour transformer, pour changer, etc. Mais de le faire dans l'acceptation, c'est très différent de le faire dans la résistance. Tout à fait. Donc, si j'accepte, parce que oui, il y a des trucs qui arrivent, des catastrophes qui arrivent à des gens très positifs et très, très ouverts, bah oui, ça fait partie euh, de la course au trésor, je dirais. Mm, mm. Est-ce que tu as quelque chose de plus personnel à transmettre aujourd'hui autour du bonheur? Le plus personnel. Euh, il y a une phrase de Marguerite Yourcenar que j'avais lue qui m'avait beaucoup touchée. Et je ne sais pas très bien encore quoi en faire, mais justement, ça fait partie de mon processus en ce moment. Et elle disait, tout bonheur est une innocence. Ah,
Et je suis avec ça. Je suis en train de méditer, de mâcher, euh, parce que ça touche quelque chose en moi, cette idée d'innocence. Dans la haute médecine, quand on est au sud, on transforme la peur en innocence et en confiance. Et l'idée d'innocence qui remplace la peur, c'est cet état de, je dirais, de virginité intérieure, spirituelle, mentale, qui fait qu'on va être euh, prêt comme un enfant à découvrir les choses. Et quand on est prêt à découvrir, quand on fait comme si on ne connaissait pas, comme si on ne savait pas, à ce moment-là, on découvre énormément de petits bonheurs, de grands bonheurs, de mystères, de trésors cachés, parce qu'on est dans cette innocence comme un enfant. Et je pense que dans les béatitudes, il a été dit cela, hein, de retrouver cet esprit d'enfant. Et je pense que c'est ça la clé du bonheur, en fait. Merci beaucoup, Maud. À bientôt. Merci. Au revoir, Au Juliette. revoir.